Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Mickaël Prévost. Bonjour. Bonjour, Cédric. Alors, Mickaël Prévost, vous êtes islamologue, mais vous êtes aussi auteur d'un livre qui s'appelle « Quand j'étais frère musulman, parcours vers un islam des Lumières », qui est paru aux éditions de la Boîte à Pandore, qui va paraître, même pour être précis, puisqu'il sort pour la foire du livre. Mais c'est la première fois aujourd'hui que vous en parlez et je vous remercie d'être avec nous. Tout d'abord, votre trajet, Mickaël Prévost. Vous êtes de Verviers. Oui. Vous étiez ce jeune étudiant, long échalas blond de Verviers, et puis tout d'un coup, la spiritualité vous manque, et vous décidez de vous orienter vers l'une ou l'autre religion, vous renseignez un peu sur tout, le catholicisme, le judaïsme, le bouddhisme, et puis finalement, vous atterrissez un peu par hasard dans l'islam. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Voilà, je pense que, vers, 15 ans, c'est difficile de dater, on a ses premiers émois spirituels, etc. Et comme je le raconte, j'avais une amie qui, elle, faisait un passage par le renouveau charismatique à un moment donné. Elle me dit prier, c'est bien, viens avec moi. Bon, je n'étais pas trop chaud pour cette spiritualité-là. Et donc, je me mets en mouvement. Je me dis, tiens, pourquoi pas? Est-ce que la spiritualité pourrait apporter un surcroît d'âme, si je puis dire, à ma vie? Et je me mets en chemin. Et ça prend un certain temps, effectivement. Je fais un petit peu le tri sur le marché. Et en fait, je crois que je suis arrivé à l'islam, comme vous dites, un peu par hasard. D'une part, parce que j'avais commencé des études d'orientalisme à l'université de Liège et ça m'ouvrait un petit peu déjà une porte vers l'arabe, etc. Et puis, je crois qu'à ce moment-là, c'est la religion qui a été pour moi, on va dire, qui n'était pas trop rigide ou avec beaucoup trop de contraintes, comme j'avais pu le constater dans le judaïsme au travers des contacts que j'avais, ni qui avait cette espèce de contrôle des âmes comme il était exercé dans le catholicisme qui me posait beaucoup de problèmes. Et donc je me suis dit, tiens, c'est un peu une voie avec un peu du protestantisme là comme ça, l'islam qui se dessinait, c'était un territoire tout à fait vierge pour moi. Et je rappelle qu'on était au début des années 90, quoi. On était quasi dans un autre monde par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de mauvaise image d'islam? Très peu, les gens ne connaissaient pas. En tout cas, dans ma région, à Verviers ou même à Liège, à l'université, l'islam, c'était quelque chose que les gens ne connaissaient pas du tout. On était, je pense qu'à l'époque, Huntington n'avait pas encore écrit son Clash des civilisations. Donc on était dans une autre période où c'était encore un peu exotique. Et je crois que c'était un peu ça qui m'intéressait aussi. C'était un voyage dont on ne connaissait pas trop l'arrivée, en vérité. Alors il y a un autre pan de votre histoire personnelle que vous racontez dans le livre, c'est le very bad trip de vos parents. Alors donc, vous êtes dans une famille qui est plus du tout religieuse, plutôt athée, et vos parents voient que vous vous convertissez, que vous avez une compagne à l'époque qui est aussi musulmane, votre frère est aussi tenté, et vos parents aussi vont être tentés par cela. Mais very bad trip, pourquoi? Oui, alors voilà, donc ça s'est enchaîné un petit peu d'une façon qu'on ne s'explique pas encore aujourd'hui pour certaines choses. C'est un peu quelque chose qui est un peu resté tabou dans la famille, mais toujours est-il que mon frère se convertit à un moment donné, et puis ma mère, et puis mon père, et même ma grand-mère à un moment donné. Mais ce qui s'est passé avec mes parents, c'est que quand ils se sont convertis à l'islam, moi j'étais parti pour un voyage d'études en Syrie en 98-99. J'étais à l'Institut français d'études arabes à Damas. Et donc ils n'ont pas trop de gens pour les aiguiller vers l'islam. Ma mère et mon père font un peu le tour des mosquées. Et celle qui les accueille, je dirais presque à bras ouverts, même si ma mère me racontera que son premier contact avec la mosquée où elle est allée a été très difficile, c'est la mosquée salafiste de Verviers, dont on a entendu parler dans les médias, etc. Et ils vont être pris en charge directement par des gens trop heureux d'avoir des bonnes âmes à coacher, on va dire, etc. Et là, ils vont recevoir le parfait, on va dire, package, on va démécom du salafiste. Et voilà, il y a plein de choses qui sont haram, qui sont interdites, plus d'alcool, pas d'alcool à table, etc. Donc un lavage de cerveau. Lavage de cerveau qui est assez problématique. Et moi, je vais être confronté à ça quand je rentre de Syrie, avec des conversations qui vont être vraiment très, très, très compliquées. Donc ils étaient devenus plus extrémistes de manière islamique que vous, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je ne me suis jamais vécu comme un extrémiste d'une façon. J'étais rentré, en fait, finalement, par la porte de la philosophie, du soufisme. J'étais pendant très longtemps de la communauté. Je lisais les œuvres d'Henri Corbin, etc., pour ceux qui connaissent un peu. Et puis après, je suis vraiment en clash avec ça. Et c'est vrai que ça va nous poser un gros problème. Mais je crois que ce qui est intéressant, même si c'est un parcours très spécifique de notre famille, c'est que ça rejoint, après, c'est l'expérience que je vais en voir en discutant avec des co-religionnaires,
révolutionnaire, que dans beaucoup de familles musulmanes aujourd'hui, on a des parcours un peu similaires avec des gens qui sont sur des stratégies d'exit, d'autres qui deviennent beaucoup plus conservateurs, d'autres qui prennent des libertés avec la norme ou avec la pratique religieuse, etc. Et finalement, tout ça vient dans les mêmes familles avec parfois des tensions qui sont très, très, très fortes. Est-ce que ça veut dire que certains prêcheurs profitent de l'ignorance de certaines personnes pour leur inculquer vraiment quelque chose en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, alors que ce n'est pas vrai? Oui, oui, clairement. Alors bon, ces prêcheurs-là sont eux-mêmes convaincus qu'ils détiennent la vérité absolue, ce qui est déjà un problème. Mais c'est vrai que ce dont ils profitent, c'est du fait que les gens n'ont pas les outils pour accéder aux sources. Je prends le cas de mes parents, ils ne connaissent pas du tout l'arabe, ce qui est aussi le cas de beaucoup de musulmans en fait. Donc on ne sait pas aller lire ce qui est écrit, on va dire, dans le Coran, ni dans d'autres sources. Et ils deviennent un petit peu la porte unique par laquelle la vérité transite. Et ça met les gens dans une position, on va dire, de faiblesse, en disant, bah voilà, non, lui c'est mieux que nous, ou elle c'est mieux que nous. Donc elle a raison, qui suis-je pour questionner, quoi. Et là, je pense que c'est vraiment un des ressorts de la radicalisation que l'on peut trouver. Alors, votre titre, c'est « Quand j'étais frère musulman ». Alors, cette notion de frère musulman, participation aux frères musulmans, c'est pas facile à comprendre quand on ne connaît pas bien. C'est une confrérie discrète que vous avez quittée après y avoir travaillé un peu moins de 10 ans, à votre entière satisfaction, c'est ce que vous dites. Vous étiez totalement libre. Mais alors, pourquoi est-ce que vous les avez quittés ? Alors, je pense que, voilà, d'abord, dire pourquoi je suis rentré là-bas, je pense que c'est aussi important de le signaler, c'est qu'en fait, j'ai rencontré autour de moi, au niveau très local, et puis dans un certain nombre de conférences et de cercles que je fréquentais, des gens qui pouvaient être très conservateurs, mais qui étaient des gens, je dirais, qui avaient le cœur sous la main, etc. Donc je me disais, si c'est ça les frères musulmans, c'est pas la représentation que je peux en avoir au travers des discours politiques, etc. Et donc, comme vous dites, là, on m'a laissé beaucoup de liberté. Je pense que ça, c'est très spécifique des frères musulmans en Belgique, qui, en fait, quand j'y étais, c'était un gros foutoir. Et donc, à peu près, il n'y avait aucune règle, bref. Mais à un moment donné, voilà, je savais bien aussi, je me suis rendu compte que, voilà, je savais que c'était une organisation qui avait mauvaise presse. Et je me disais, bon, j'y rentre quand même, parce qu'elle a quand même des outils, il y a quand même des moyens qui peuvent me permettre de faire avancer un certain nombre de choses, notamment la mosquée où j'étais impliqué au niveau verviétois, qui était une structure qui drainait pas mal de monde, et donc, où je peux dire, on peut passer des messages. Et puis à un moment donné, bon, je vois bien, j'essaie de faire passer le message en interne qu'il faudrait peut-être qu'ils se normalisent un tout petit peu, qu'il y a un bilan à faire des frères musulmans qui ont été dans tous les conflits depuis 1928 et donc qui ont fait beaucoup de mal et aussi du bien, mais qu'on puisse au moins avoir une attitude, une analyse de cet héritage. Et là, rien ne bouge, c'est complètement bloqué. En interne, on me fait savoir que non, pour des raisons historiques, les gens n'ont pas envie de dire qui ils sont, ils préfèrent rester ça. Et à un moment donné, moi, je ne peux plus continuer. Alors que, mis sous les feux des projecteurs depuis 2008, j'ai admis que j'étais frère musulman parce que vous aviez fait votre coming out de frère musulman. Parce que moi, je ne peux pas être dans une relation qui n'est pas saine. Je ne veux pas démentir ce que je suis. Vous savez, on vous pose souvent la question, mais comment on sait que ce que vous dites, c'est la vérité? Parce qu'il y a une obligation, la taqia, où on dit il faut parfois mentir dans certains cas. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut être sûr que vous n'êtes plus frère musulman? Déjà, je pense que le fait que je l'ai dit au moment où j'y étais, je pense que c'est déjà quand même un signe que je joue carte sur table. Et le fait que j'ai dit au moment où j'en sortais, il me semble que c'est jouer carte sur table aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas de carte de membre à déchirer devant la télé. Donc voilà, c'est un engagement sur parole. Mais pour moi, c'était ça qui me posait un véritable problème. C'est-à-dire que même si les frères sont contre la taqiyya de principe en tant que mentir sur l'islam ou ce genre de choses, le fait qu'ils refusent ici en Europe de dire qui ils sont pour des raisons qui peuvent être très historiques et très familiales pour certains, à la rigueur qu'on pourrait même comprendre, entretient ce mythe de la taqiyya de dire qu'il ne faut pas dire qui on est, etc. Et moi, je ne supporte pas ça. Donc à un moment donné, j'ai joué carte sur table avec tout le monde. Et voilà, comme je suis arrivé au point de se dire, on ne pourra pas réformer la structure de l'intérieur des frères musulmans, d'engager, c'est justement cette sortie du secret et de dire qui ils sont, etc. Est-ce qu'ils sont dangereux aujourd'hui ? Alors, bon, ça fait déjà plusieurs années que j'y suis plus, moi. Donc, moi, quand j'y étais, j'ai pas trouvé que c'était des gens qui étaient nécessairement dangereux. J'étais à un nombre de réunions internes de la structure. J'avais plutôt l'impression de gens qui étaient en train de se plaindre de la situation qui est réservée, plutôt que de faire des plans pour prendre le pouvoir en Europe, ce qui est ce qu'on leur reproche souvent. Maintenant, oui, où il y a pu y avoir un danger par le passé, c'est que les frères musulmans, pendant de longues années, et ça date des années 70 jusque quasi les années 2000 et même encore plus pour certains, c'est d'avoir propagé et aidé à propager une lecture ultra-conservatrice de la société qu'on nomme aujourd'hui salafisme, un monde dans lequel il y a plusieurs tendances et les frères sont une sorte de salafisme politisé. Et donc là, oui, ils ont contribué à des revendications, à nourrir des revendications identitaires qui peuvent être tout à fait problématiques aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, oui, mais c'est
pas moi ce que j'ai vu, et je peux parler que de ça, c'est pas de la préparation du terrorisme, quoi. Ça, c'est très clair. Alors parlons de l'islam d'Europe ou l'islam de Belgique, comme on peut l'appeler. On s'est souvent posé la question, qui veut vraiment que la charia soit au-dessus de la loi ou pas, et le patron de l'exécutif musulman, dans le Morgue, a donné une interview il y a quelques jours, où il a dit « Dieu n'est jamais au-dessus de la Constitution ». C'est ce qu'a dit donc Salah El Hadchaoui. Est-ce que ça veut dire que l'exécutif musulman prend vraiment la pleine proportion de ce qui se passe en Belgique, et qu'il faut dire que l'on respecte la loi, comme vous l'avez déjà dit? Oui, tout à fait. Là, je pense que c'est vraiment des signaux très très clairs qui commencent à venir de l'exécutif. Donc là, je pense que voilà, ça va plus ou moins faire un an que M. Chalaoui est devenu président de l'exécutif. Il prend en main l'institution. Et je crois que là, contrairement à d'autres présidents précédemment, il a une bonne conscience de ce qui est en train de se passer dans la société belge et des messages qu'il faut pouvoir délivrer, y compris vers la société dans son ensemble et vers les communautés musulmanes en particulier, en disant il y a un ordre, on va dire, légal et Dieu n'a rien à voir avec ça. Et ce qui compte, c'est avant tout la Constitution et le droit belge, point barre. Et après, bien sûr que dans le droit, il y a des marges de liberté pour savoir est-ce qu'on pratique sa prière 5 fois par jour, est-ce qu'on fait ses ablutions ou pas. Ça, le droit n'a rien à dire là-dessus. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est les règles. Exactement. Alors, par exemple, vous êtes très fort attaché aux droits humains dans cette notion d'islam des Lumières. Et dans votre livre, vous dites « Personne ne détient le privilège d'accorder ou non le droit de penser et de dire l'islam ». Et puis, vous dites encore « Si l'on revendique des droits pour soi, il faut les revendiquer pour tous, même ces droits qui pourraient choquer des opinions plus conservatrices ». Donc ça veut dire vraiment qu'il faut qu'il y ait un aggiornamento de l'islam aujourd'hui. Oui, absolument. Il faut vraiment aller vers là. Moi, je viens, donc je me positionne en tant que musulman. J'ai choisi de rentrer dans cette tradition, mais je viens avec mon bagage aussi, donc avec la tradition des droits de l'homme, avec le principe d'égalité, mon bagage de Verviers-toi droite-lomiste, si je puis dire comme ça. Et donc, si je pars du principe, on va dire théologique, Dieu, c'est la justice et veut le meilleur pour ces créatures, évidemment, les droits de l'homme sont une des réalisations contemporaines de la justice et ça va jusqu'au bout. Donc, ce que j'essaie souvent de faire passer comme message par rapport en intracommunautaire, si les musulmans veulent aussi et revendiquent, et à raison, que leur droit à pratiquer leur religion soit respecté, ce que nous donne la Constitution d'ailleurs, le droit à ne pas être discriminé, etc., ils doivent aussi se battre pour tous les droits, y compris les droits qu'ils peuvent poser problème pour eux. Et on pense souvent aux questions des minorités sexuelles, aux questions de l'égalité homme-femme, etc. On ne peut être cohérent quand on revendique la justice et qu'on se veut porteur de lumière, comme se veulent les musulmans en général, qu'en revendiquant des droits équivalents pour tous. Et donc, ça implique qu'il va falloir chipoter ou retravailler sa théologie, si la théologie dit le contraire. La théologie, c'est le reflet de son temps. Il faut changer ça. Une dernière question pour terminer. Est-ce que vous serez candidat aux élections communales à Verviers en 2018 ? On dit que la politique vous intéresse. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que, voilà, en tant que citoyen actif, je suis passionné par ce qui se passe et définitivement par ce qui se passe à Verviers. Alors, quant à 2018, je crois que je vais laisser encore le suspense un petit peu de temps et continuer à réfléchir à cette question-là, mais la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée, peut-être. Et donc, demain, c'est Karine Lallieu qui sera l'invitée de Stéphanie Meyer. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.